Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce jeudi. Alors, quel sujet pour cette matinée? Nous parlons du livre, nous parlons de ses écrivains, nous parlons donc de l'écriture. Tout ce qui nous permet de nous renseigner, de nous cultiver aujourd'hui. Vous le savez, depuis tout petit, on apprend à lire. Mais est-ce qu'en grandissant, nous gardons toujours cette habitude-là ou est-ce qu'on la perd? Nous allons essayer de voir les raisons pour lesquelles tous ces changements interviennent et surtout également quelle place pour l'écriture et le livre aujourd'hui dans notre pays. Pour nous appeler ou réagir sur le sujet, vous pouvez le faire sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111. Ça, c'est si vous appelez en direct sur le plateau ou encore, vous pouvez nous envoyer vos réactions via WhatsApp sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Le plateau est bien garni. Alila Toudramon, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Très bien. D'habitude, c'est moi qui pose la question. Merci. J'espère que vous allez bien aussi. Ça va, merci. Émeric Okoupeli, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour aux amis téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien. Oui. Et je suis avec également Jean-Baptiste Azandegui. Bonjour. Bonjour Brunel. Comment est-ce que vous allez? Ça va super bien. Vous êtes écrivain. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Également, Esquil Posme, bonjour. Bonjour Brunel, Comment allez-vous? je vais super bien. Merci Sans de... oublier le plateau et les téléspectateurs qui nous suivent chaque matin. Absolument. Merci donc de retrouver notre plateau. Nous parlons de l'écriture, nous parlons du livre. Je voudrais d'abord demander, bon, c'est vrai que l'écrivain, lui, l'écrit. Quelle relation vous avez avec le livre aujourd'hui? Je ne vais pas dire de me faire le point de tout ce que vous avez lu, mais déjà, quelle relation vous avez avec le livre aujourd'hui, Émeric? Il faut dire que, bon, nous sommes dans un monde moderne qui évolue avec le temps. C'est vrai qu'on a perdu le goût de la lecture, mais quand même on continue toujours pas à lire, on continue toujours pas à découvrir de nouvelles choses à travers le livre, à travers la lecture. Donc je pense que, bon, c'est vrai qu'on n'est plus trop attaché comme par le passé où c'est devenu presque un réflexe. Avant, quand vous avez une difficulté, quand vous avez un temps libre, vous prenez un livre et vous lisez. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Il faut dire également que, bon, le livre aujourd'hui, ce n'est plus seulement aussi le papier physique que nous avons l'habitude de toucher par moment. C'est aujourd'hui aussi nos portables. À travers nos portables, nous pouvons déjà jeter un coup d'œil sur des ouvrages numériques qui sont postés. Donc je pense que c'est vrai que l'habitude n'y est plus trop, mais quand même on garde toujours la passion de la lecture. Est-ce qu'il... Oui, l'habitude n'y est plus trop, c'est vrai. On garde toujours la passion de la lecture, c'est vrai. Ça ne se passe plus comme auparavant où nous avions des livres au programme qu'il faut inéluctablement lire pour pouvoir rédiger, pour pouvoir faire réussir les dictées, pour avoir zéro faute en dictée. Oui, zéro faute en dictée. Vous essayez aussi. d'avoir zéro faute. Bon, pas avoir essayé, mais parfois c'est difficile. Donc voilà, l'habitude n'y est plus. L'habitude n'y est plus. Nous n'avons plus cette passion-là. On nous oblige, on n'oblige plus même nos enfants à le faire. Donc, ça veut dire que il y a un petit problème qu'il faut devoir résoudre, auquel il faut penser pour réellement corriger le tir. Parce que qui ne lit pas n'arrive pas à se cultiver. Qui ne lit pas est comment on l'appelle, à l'arrière de la ligne rouge. Qui ne lit pas, n'est-ce pas, est inculture. Donc, ça voudrait dire qu'il faut nécessairement penser à revenir sur les bonnes manières pour réellement vivre cette passion de la lecture parce qu'elle est passionnante. Quand on s'y donne, elle est passionnante. Voilà. Bon, faut vous y redonner alors. Alors Jean-Baptiste, vous qui êtes écrivain. Oui, je dirais d'abord que le livre est en difficulté. Et c'est vrai qu'il faut contextualiser. Et donc dans ce cas, particulièrement au Bénin, le livre et la lecture sont en difficulté. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a aussi une passion qui est en train de s'étioler au niveau des écrivains. Puisque le livre est en difficulté, puisque la lecture est en difficulté, les écrivains sont aussi en difficulté. Donc c'est toute une chaîne réellement en difficulté. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Très bien. On va essayer de revenir pour analyser tout cela. Alors, je sais pas, Alilatou?
Ah oui, eh ben, je dirais pas le contraire, hein. Aujourd'hui, on le sait, on est tous occupés, on n'a plus. Avant, on s'abonnait systématiquement aux bibliothèques où on allait par semaine, soit pour prendre des livres ou pour lire avec des camarades, des amis. Aujourd'hui, bon, on met tous sur le dos des occupations. On n'a plus le temps d'aller prendre des livres en bibliothèque. Mais il y a également le fait qu'aujourd'hui, les livres sont disponibles en version numérique. Mais c'est pas facile aussi de lire la version numérique parce que tout le temps accroché à son téléphone ou à l'écran de son ordinateur, après, vous avez des problèmes aux yeux. Et donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de l'attachement, de la passion, de l'inculcation, c'est ça on dit, non? Il faut qu'on inculque l'importance, qu'on revienne sur l'importance de la lecture. Parce que les enfants, à part les livres au programme, on se demande véritablement, avant, à part les livres au programme, chaque année, on se fixe, les parents même vous obligent à lire tel nombre de livres. Donc, quand vous allez en bibliothèque, soit c'est des romans, soit... Et ça nous permet de découvrir en même temps nos passions, de trouver notre... Parce que quand vous lisez, vous... Et puis, on découvre de nouveaux mots qui forgent notre vocabulaire et tout ça. Mais on est sur Internet, on est tout le temps concentré à regarder des futilités, parfois des vidéos aussi, qu'on n'a pas le temps de lire, qu'on n'a pas le temps de découvrir de nouveaux mots. Soit on décide parce qu'on est dans tel domaine, on a tellement d'ouvrages à lire, de documents à lire, on se contente de lire ces documents-là sans aller découvrir d'autres livres. Mais c'est un problème qui existe et c'est important qu'on en parle aujourd'hui pour rappeler aux uns aux autres l'importance de la lecture et essayer de nous convaincre qu'il faut trouver un temps pour continuer par s'adonner à la pratique. Très bien. Alors, avant de parler de livres, il faut d'abord écrire. Et, je voudrais demander à Jean-Baptiste Azanébé, comment est-ce que vous avez découvert plutôt la passion de l'écriture? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, avec le temps aussi, la passion de l'écriture est en difficulté. Mais bon, en espérant que vous n'êtes pas encore... je suis encore en pleine forme. D'accord, à ce niveau-là. Voilà, il faut dire que la passion est née bien évidemment de la lecture. À force de lire, on a envie de faire comme les auteurs. Puisque les auteurs nous embarquent dans un voyage, on se dit, ben waouh, quelqu'un qui s'assoit, qui écrit 400 pages, qu'est-ce qu'il a si tant à dire? Écrit 400 pages, écrit 500 pages, et ce n'est pas son seul ouvrage. Alors que 500 pages, ça fait à peu près 5 ouvrages chez moi. Alors j'ai voulu quand même essayer. Et il y a eu, par le passé, cette passion pour la lecture. Il y a eu cet enrichissement du vocabulaire dont Madame a parlé tout à l'heure. Et je m'y suis lancé. C'est vrai que je me suis lancé avec un roman, mais par la suite, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas ma ligne d'écriture. Je suis rentré dans un autre domaine, mais j'écris quand même. Donc, la passion est née d'abord à la base avec cet amour pour la lecture et ce désir de pouvoir faire comme les autres. Très bien. Alors, quand on lisait, on a fait un peu un retour sur nos moments, quand on était beaucoup plus jeune, quand on devait forcément lire ces documents-là au programme et autres. Quel sentiment, je ne sais pas si Émeric s'en rappelle peut-être, qu'est-ce que ça vous apportait réellement? Il faut dire que par le passé, c'était une obligation de lire, puisqu'il y avait au programme quand même des livres qu'on nous proposait. Et donc, la lecture était systématique parce qu'il faut lire pour pouvoir comprendre. Il y avait également, en tout cas dans mon temps, une matière qu'on appelait étude de test. Voilà, donc, pour faire une étude de test, il faut forcément lire. Donc, c'était une obligation, c'était systématique, c'était un réflexe quand vous êtes libre, quand vous avez un peu le temps de vous accrocher à un livre, de pouvoir découvrir quelques lignes, quelques pages, parce que les livres cachent toujours un petit secret. Alors, quand on parle aussi également de livres par le passé, je pense que avant, nos parents nous offraient comme cadeau de fête de fin d'année des livres. Et donc, c'était une manière de nous montrer que c'est en lisant qu'on apprend, c'est en lisant qu'on se cultive, c'est en lisant également qu'on découvre de nouvelles choses, de nouveaux mots. Et donc, on s'y est accroché depuis le bas âge. Aujourd'hui, la réalité, ce n'est plus la même chose. Donc, on constate également que même la lecture
la lecture n'est plus trop la passion des enfants aujourd'hui. Je ne sais pas si les livres continuent pas d'être programmés comme par le passé, parce que je crois que de la 6e en terminale, voilà, il y a forcément un livre qui était au programme, et donc on découvrait ce livre, on lisait, on faisait des études là-dessus, on faisait même parfois des exposés sur ces livres-là. Donc, je pense que ça nous formait d'une manière ou d'une autre, et je crois que beaucoup de personnes, ou quand même beaucoup d'écrivains, comme Jean-Baptiste vient de le dire tout à l'heure, ont découvert leur passion à travers la lecture de ces ouvrages-là. Parce que quand vous lisez un livre, forcément vous voyagez, voilà, vous voyagez un moment, vous transportez, ça vous fait miroiter une vie, une réalité que peut-être vous ignorez ou que peut-être vous ne savez pas. Donc je pense que qu'on le veuille ou pas, les livres, entre-temps, ou quand même jusqu'à aujourd'hui, nous apportent toujours quelque chose quand on s'y accroche, quand on s'y donne. Voilà. Très bien. Adila? Oui, je dirais pour ajouter que lire nous permettait de découvrir le monde, de nous imprégner des réalités, des faits d'autres pays et même dans notre environnement, puisque je me souviens au programme, on a lu des livres d'auteurs béninois comme Jean Pliat, Olympe Belliquenom et tout. Donc ça nous aidait à comprendre des réalités qu'on ne pouvait pas toucher, auxquelles on n'avait pas accès. Aussi de connaître, d'ouvrir notre esprit au monde. Ça nous permettait de nous divertir parce que avant, quand on n'avait pas le droit de sortir avec les amis et qu'on avait une petite pause pour se divertir, quand on n'allait pas se coucher, se reposer ou se cacher pour regarder un film, il fallait lire un ouvrage, et ça nous permettait de rêver aussi. Je disais que on découvre notre passion, on rêve parce que dans le livre on a décrit un pays, on a décrit une ville. Et ça vous donne envie une profession. Voilà, une profession, et vous rêvez, vous avez envie de découvrir quand vous serez grand, d'aller en ce lieu-là pour voir si ce que vous avez lu est véritablement ce qui est. Donc ça vous fait voyager dans le temps, ça vous permet de rêver, de découvrir le monde en étant sur place et d'apprendre beaucoup en renforçant votre esprit critique, votre vocabulaire et tout ça. Très bien. Alors, est-ce qu'il peut partager avec nous ce que ça lui apportait, ce qu'il ressentait? Oui. L'écrivain, d'abord, qui se sert de l'écriture pour sortir un livre, il faut d'abord lui tirer une fière chandelle. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de s'asseoir très tôt le matin et d'écrire ou d'énumérer, voyez-vous, cette passion-là. Parce que je dis, c'est une passion. N'importe qui ne peut pas être écrivain, ce n'est pas possible. Alors, il faut tirer d'abord une fière chandelle à ceux-là et reconnaître qu'ils sont en train de faire un travail formidable. Comment? Quelqu'un qui s'assoit, qui écrit un livre, a toujours un message à porter. Même si le message, vous pensez que le message n'est pas utile, lui, quand il s'assoit, il pense que ce que je suis en train d'écrire est utile pour la nation, pour la jeunesse, pour le passé. C'est-à-dire, il révèle le passé dans le présent, et le présent qui se sert de cet ouvrage-là pour construire le futur. Donc les écrivains, je les appelle souvent des divins, et qui relatent les faits du passé, que ce soit en politique, que ce soit nos histoires, n'est-ce pas, que nos grands-parents ont vécu, que ce soit, dans le domaine économique, ils ont pris le temps, n'est-ce pas, de relater tout ça. Et c'est en faisant la lecture, c'est en lisant, c'est en allant en contact de ces ouvrages qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé par le passé, ce qui s'est passé, et aujourd'hui on arrive à s'en servir pour construire le futur. Mais dommage, nous n'avons plus cette passion-là, nous n'avons plus le temps, n'est-ce pas, de jeter des coups d'œil pour 15 à 20 minutes, si j'exagère, parce que on dit 15 à 20, c'est déjà trop. Donc, nous n'avions plus cette passion-là, n'est-ce pas, de lire, de découvrir de belles expressions, de découvrir de jolis mots, de découvrir ce que j'appelle, des verbes, des adjectifs, pour que, en vous exprimant, que vous soyez facile de transmettre le savoir, en vous exprimant de façon, vous allez pouvoir vous exprimer facilement et dire ce que vous voulez dire
dans de simples phrases et en utilisant bien sûr des expressions. Il y a des gens qui n'aiment pas les expressions, mais moi je les adore parce qu'en une expression, beaucoup d'idées sont libellées. En une expression, en peu de choses, on peut dire beaucoup de choses. En peu de mots, on peut dire beaucoup de choses. Donc c'est l'idée même des expressions. Vous rencontrez, quand vous faites lecture, vous avez la chance, n'est-ce pas, de lire des ouvrages, vous allez voir ce qui s'est passé il y a des années, vous lisez ça, vous dites, mais on s'informe, on s'éduque à travers la lecture. Et il nous arrive parfois de nous mettre dans la peau de l'auteur pour vivre cette passion-là, dans la peau des acteurs, n'est-ce pas, de cet ouvrage, pour vivre, pour se dire, mais si j'étais là, que vais-je faire? Si j'étais là, comment vais-je vivre cette passion-là? Donc parfois, on le vit, on veut être comme ceux-là, on veut vraiment être l'acteur, n'est-ce pas, pour réellement vivre cette passion-là. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore cette chance-là? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore cette volonté de vivre cette passion-là et de transmettre par la suite à la génération? La question reste posée. Très bien. Alors, Jean-Baptiste, écrire, c'est passer un message, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous, disons, quel message, quand vous voulez écrire, décidez-vous de passer? Comment vous vient, en fait, le message que vous voulez passer? D'accord. Il faut dire d'abord que écrire, c'est une œuvre de l'esprit. Oui. Et donc, il faut pouvoir accueillir le thème ou le message essentiel qu'on veut faire transparaître dans son ouvrage. Et je crois que c'est un travail qui demande assez de temps. Parce qu'on ne va pas se mettre devant son ordinateur du jour au lendemain puis se mettre à taper les mots. Soit le message ou bien le thème essentiel jaillit des faits de la vie. On voit une situation, actuellement le buzz qui se fait. Et on se dit, bon voilà, en tant qu'écrivain, monsieur, est-ce qu'il l'a dit tout à l'heure, l'écrivain c'est le divin. Donc en tant qu'écrivain, je suis à la fois divin, je suis aussi prophète. Donc je laisse un message d'actualité où je prends un thème essentiel qui tourne autour de l'actualité et j'essaie d'écrire là-dessus. Et je crois que c'est là qu'intervient maintenant tout le travail d'arrière-fond qui a été fait au cours de mes lectures. Donc je cherche des vocabulaires adaptés à cette situation, je cherche des expressions adaptées à cette situation et je rentre même dans le concret, dans la vie concrète de certaines personnes qui sont prêtes à témoigner. Et je crois que soit on le fait sous anonymat, soit on va directement pour que le livre réellement porte une part de concret et de réel. Je pense vraiment que il faut féliciter les écrivains, comme l'a dit M. Esquil tout à l'heure. Et au Bénin, je crois que nous avons un problème avec ça, parce qu'on se dit, bon, c'est peut-être ceux qui n'ont rien à faire, c'est peut-être un métier de bas niveau, mais je pense personnellement que, qu'on le veuille ou non, le livre garde toujours son importance, toujours sa valeur, et l'écrivain, c'est quand même quelqu'un de spécial. Très bien. Alors, peut-être que vous autres aussi, vous avez eu envie d'écrire une fois en lisant tous les livres que vous avez. Même en faisant études de tests, c'est bizarre des écrivains en œuvre. Oui, non, ça tente. Ça, c'est une vérité. Oui, lorsque vous prenez le temps de lire l'ouvrage des autres, oui, il y a un esprit qui vous dit, mais écoutez, mais pourquoi ne pas écrire quelque chose? Moi, ça m'est arrivé une fois où j'ai, comme ça, instinctivement, j'ai pris après, c'est-à-dire, c'est comme si les idées venaient. Oui, les idées viennent de part et d'autre, maintenant, il faut les ordonner. Il faut les ordonner. Donc, ça m'est arrivé une fois et j'ai griffonné quelque chose, je dis, mais bon, malheureusement... C'est tout un travail. Voilà, tout un travail. Il faut être vraiment courageux pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout, c'est pas facile. Il faut se lever et c'est souvent les matins, il faut se lever très tôt. On est plus inspiré. On est plus inspiré, voilà. On est plus inspiré. Quand on a l'habitude de lire, c'est, je dirais pas c'est instinctif, mais naturellement ça vous arrive. Surtout quand vous prenez l'habitude de tenir un journal intime. Quand vous prenez l'habitude de tenir un journal dans lequel vous écrivez au fur et à mesure vos journées, ce qui vous touche, à un moment donné, vous commencez par vous rendre compte que vous racontez une histoire que vous avez envie de transposer ou de faire lire à d'autres sous anonymat, et donc vous commencez par l'écrire en essayant de trouver un autre personnage pour vous remplacer. Donc, il fut un moment, oui, j'ai noté des choses, mais bon, on n'est pas allé au bout, c'est resté là. On pourra travailler sur votre journal intime. Bon, moi, je me propose de le faire. Maintenant que je vous ai dit et que je n'ai pas envie qu'on sache que c'est mon journal, donc on ne peut pas travailler dessus. On ne pourra pas travailler dessus. On va créer un personnage fictif et puis bon, on fait votre histoire. En fait, vous, quand on parle de livres, il faut dire que
c'est d'abord à partir de la thématique qu'aborde le livre. Parce qu'aujourd'hui, les écrivains ont différentes lignes d'écriture. Et donc, si vous êtes passionné par une certaine ligne, vous allez vous accrocher à cet écrivain-là. Parce qu'on ne peut pas tout lire. On ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout connaître également. Alors, aujourd'hui, quand vous prenez un livre, ce qui vous permet de vous accrocher à ce livre, ce n'est pas forcément... c'est d'abord ce dont parle le livre, mais également le volume. Oui. Parce que parfois le volume repousse. Oui, tout à fait. Le volume repousse. Moi, par exemple, quand je prends un livre qui a 500 pages, 600 pages, ou même 400 pages... On s'en lasse très vite. Très vite, et ça m'ennuie. Donc, je n'arrive pas à aller au bout. Je lis peut-être les 2 premières pages, ou les 3 premières pages, quand j'ai le courage, et puis je range ça. Donc, c'est aussi ça. Je crois que les écrivains sont en train de comprendre cela. Et puis aujourd'hui, on a quand même des livres qui font 100 pages, 150 pages, tout au moins. Également, il y a le titre du livre. Parce qu'il y a certains titres, parfois, vous ne comprenez même pas ce que... Il y a même également des livres que vous lisez du début jusqu'à la fin que vous ne comprenez rien. Et c'est là que je parle du langage. Comment dit-on, du niveau de langue que l'écrivain a choisi, parce que les livres ne sont pas adaptés à tout type de lecteur. Donc, il faut aller vers des livres qui quand même peuvent vous apporter quelque chose. Et également, même la couleur de la couverture du livre. L'illustration, voilà, l'illustration choisie, tout ça là, ça fait partie des choses qui vous accrochent, qui vous attirent. Quand vous lisez, vous prenez des livres, par exemple, vous lisez juste le titre du livre, ça vous permet d'aller découvrir l'intérieur. Donc je pense que tout ça là fait partie des choses qui passionnent, des choses qui font que nous, en tant que lecteurs, nous allons vers ces livres-là. Aujourd'hui, par exemple, vous lisez des livres et vous avez envie d'écrire. Vous avez envie de narrer ce que vous-même vous avez vécu. Parce que l'écrivain, en écrivant, passe toujours un message. Le message peut être codé, comme le message peut être décodé et vu et compris par tous. Mais il y a forcément un message qui est dedans. Donc, c'est au lecteur quand même de pouvoir lire et de pouvoir découvrir ce message et de pouvoir s'adapter à ce que passe l'écrivain comme un message. Donc, je pense que si on s'en tient à tout cela, à mon humble avis, la lecture devrait être passionnante. Et aujourd'hui, il y a des livres qui sont quand même à portée de tous. Il y a des petits bouquins qui quand même nous permettent de pouvoir passer notre temps à découvrir de nouveaux mots, d'apprendre de nouvelles choses. Voilà. Très bien. Alors, la lecture devrait être passionnante. Et nous avons essayé de questionner quelques jeunes citoyens, jeunes étudiants pour voir quelle place ou bien quelle relation ils ont avec la lecture, ce qu'ils en pensent. Nous allons suivre leurs avis et revenir. Je pense que la lecture, en fait, selon moi, la lecture, c'est le meilleur moyen d'apprentissage, voyez-vous. On apprend mieux que par la lecture. Il y a des vidéos, par exemple, qui sont disponibles sur Internet. Il y a des audios, mais l'intellect humain fonctionne mieux et assimile mieux lorsqu'il lit des mots et qu'il essaie de se les imaginer. Que les livres, c'est un secret, c'est un secret. La lecture, en général, c'est un art. Et le livre est le secret. Comme tout le monde, moi je pense que les livres, c'est tout un monde de connaissances. Et celui qui va souvent vers les livres, c'est pour acquérir beaucoup de connaissances, de savoir. Et aussi les livres, aussi, c'est quelque chose qui nous permet de repasser dans le passé, de lire des bonnes choses, de tirer beaucoup de leçons. Bon, en général, la lecture est une bonne chose. Ça permet de cultiver nos sens, ça développe le niveau intellectuel
et ça nous permet vraiment d'évoluer dans la vie. Je pense que sans la lecture, on ne peut faire grand-chose. Donc la lecture est vraiment importante dans la vie d'un humain. En effet, je priorise la lecture par rapport à tout autre moyen éducatif parce que je pense que les autres moyens éducatifs se basent sur la lecture. Par exemple, une émission éducative sur comment faire des équations. Le professeur qui vient se présenter pour faire cette émission, il a regardé dans un livre. Et c'est selon moi la meilleure chose à faire. Si on veut tout simplement s'instruire, il faut aller dans le livre, comme tout le monde. J'aime la lecture, je lis beaucoup et je pense que ça m'a permis aujourd'hui de faire le chemin que je suis en train de faire actuellement, d'éviter surtout la débauche et d'être ici parce que j'ai beaucoup appris en lisant et aussi en écrivant aussi, ça me permet de me libérer également. Donc la lecture m'a apporté beaucoup de choses. La lecture a changé ma vie radicalement. La lecture m'a fait comprendre des choses que j'aurais jamais pu comprendre de toute ma vie. J'aurais pu vivre 200 ans, mais si je n'avais pas lu, je ne saurais pas qui je suis actuellement. Bon, c'est vrai, je ne suis pas encore quelqu'un de très très influent, mais par la grâce de Dieu, la littérature m'a permis de savoir exprimer correctement mes idées, d'atteindre mes objectifs, parce qu'un objectif qui est mal énoncé ne peut pas être atteint. Voilà, c'était donc les avis de quelques jeunes citoyens sur l'importance de la lecture. On peut remarquer que pour eux, quand même, ça a une grande... Ils sont, disons, informés de l'importance de ce que ça leur apporte également. Allez là tout. Oui, il reste à savoir s'ils continuent de lire vraiment. Bon, je pense que quand on a fait un cursus scolaire, on ne peut que savoir l'importance de la lecture. Bon, même quand on n'a pas été à l'école, on devrait savoir parce que d'autres en parlent à côté de vous. On a lu à l'école les ouvrages au programme. Les parents nous ont permis de lire d'autres livres parce qu'ils nous les ont offerts ou parce qu'on s'est abonné aux bibliothèques. Donc, on sait que c'est important de lire parce que ça renforce notre esprit critique et d'analyse. Ça nous permet de rêver, de s'ouvrir au monde, de se divertir. Ça nous permet de renforcer notre vocabulaire et tout ça. Mais est-ce qu'on continue de lire? C'est la grosse question. Alors, Jean-Baptiste, est-ce que vous avez l'impression quand même que malgré qu'on sache, ces jeunes-là, quand vous les suivez, que bon, dans le réel, c'est toujours le cas? Ouais, dans le réel, je peux dire que ce n'est pas toujours le cas. Parce que, vous savez, les jeunes ont une certaine facilité à aller sur Internet. Ouais, même quand vous leur donnez un exposé, ils veulent voir si sur Internet, quelqu'un a déjà traité l'exposé. Donc, on ne veut pas lire l'ouvrage en entièreté, mais on préfère prendre ce qui est déjà sur Internet. Moi, j'ai fait la terminale avec des étudiants, des jeunes. Oui. Mais quand on leur a demandé d'exposer une si longue lettre de Maria Maba, par exemple, ils ont accepté. Tout le monde a acheté le livre, comme si, ils ont manifesté un certain engouement en classe. Mais après, j'ai constaté que tout le monde était aussi bête. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils disent, on veut voir si on peut trouver des éléments ici. En réalité, ils se sont partagés les pages du livre. Maria Maba, c'est pas tellement long, c'est un livre un peu, c'est pas assez grand. Mais chacun a pris 3 pages. Et je ne sais pas comment ils vont comprendre la suite si l'un et l'autre prennent 3 pages. Non, vous allez sentir vraiment que l'engouement est en baisse. Au début, ceux qui ont parlé, je veux oser croire qu'ils lisent réellement. Je veux oser croire que ce n'est pas seulement à cause de l'émission, puisque la thématique parle du livre. Mais je peux vous le dire honnêtement, comme je l'ai dit au début, le livre est en danger. Vous voyez, et ça, j'inculque d'abord la responsabilité aux parents. J'ai l'habitude de dire que des enfants qui ne voient pas les parents lire ne liront jamais. Un enfant qui n'a pas vu son papa tenir un journal en main, ne peut pas faire de même. Donc, la base, qu'on le veuille ou non, c'est d'abord la famille, c'est d'abord à la maison. Donc, si nous voulons vraiment redonner à la lecture sa place, si nous voulons vraiment redonner au livre sa place, il faudrait vraiment qu'on commence par organiser même des défis. Je me souviens que nous, en notre temps, tout le monde voulait faire le point de sa lecture du mois. Tout à l'heure, Émeric disait, les livres de 400 pages, 500 pages, ça rébutait, mais nous, on aimait lire les gros livres. Et c'était un défi pour nous de venir en classe avec un gros livre pour dire, voilà, chers amis, j'ai déniché sa bibliothèque, je sens qu'il y aura du bon dedans.
Et deuxième chose également, tout à l'heure, on a dit, les livres nous permettent d'améliorer notre vocabulaire. Aujourd'hui, certains ont le même vocabulaire du matin au soir, vous faites un débat avec eux, et le vocabulaire ne va pas varier. C'est les mêmes mots qui vont revenir. Par contre, quand vous êtes vraiment un habitué de la lecture, vous découvrez de nouveaux mots. Nous, on avait l'habitude d'acheter les petits papiers Bristol sur lesquels on faisait le résumé de nos lectures, les nouveaux mots qu'on a découverts. Et on s'empresse d'en faire usage. Voilà, voilà, je voulais atterrir là. Toujours des occasions pour en faire usage. Il faut toujours trouver. Vous voyez, quand on a un petit cercle d'amis, et puis pendant la récréation, le gars, il utilise le mot. On dit, enfant, on dit, ça quand même fait du bien. Je crois qu'aujourd'hui, on ne regrette pas. De compétition. Voilà, on s'en mouille. Donc, il faut quand même qu'on apprenne aux frères et aux amis à utiliser de nouveaux mots. Très bien, Véronique, sur l'élément. Oui, je crois que les jeunes, les citoyens l'ont dit tout à l'heure dans l'élément, mais quand vous faites un tour dans les bibliothèques qui existent dans notre... même à Cotonou, vous allez voir que les bibliothèques sont désertes. Mais ils vont lire où? C'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, est-ce que le Béninois lambda est capable de prendre son argent et d'aller s'acheter un livre et venir lire? C'est là la question. Donc, si les bibliothèques sont désertes et que même les librairies également sont désertes parce que les gens n'ont pas cette culture, n'ont pas cette habitude de pouvoir aller s'acheter un livre. On a parlé, par exemple, la dernière fois, des journaux. Les gens ont du mal aujourd'hui à prendre 300 francs de leur poche pour aller s'acheter un journal et lire l'actualité. Mais qu'en est-il pour un livre où quand on finit de lire ça une fois, il faut ranger ça, à moins qu'on veuille découvrir, comment dit-on, à moins qu'on veuille à nouveau, comment dit-on, découvrir un nouveau mot, bien, il y a une phrase qui nous a touché, voilà, et qu'on veuille retourner sur ce livre. Donc je pense qu'aujourd'hui, le constat est déplorable, les bibliothèques sont désertes, et nos jeunes aujourd'hui, vous allez comprendre, jusqu'en terminale, il y a des élèves qui ont du mal à se prononcer, à tenir un discours, à s'exprimer. Vous voyez, ça fait partie des conséquences négatives de la lecture quand vous ne lisez pas. Voilà. Donc, il y a, même jusqu'au campus, jusqu'à l'université, il y a des étudiants qui ne sont pas capables de faire des phrases sans faire de fautes. Donc, je pense que c'est déplorable. C'est déplorable et il faut quand même je sais pas, que le système éducatif, voilà, que le système éducatif réactualise la passion de la lecture déjà dès le bas, parce que quand pas d'habitude, c'est déjà par le bas, dès la base. Donc quand vous perdez cette habitude dès le bas, il vous est difficile de vous rattraper. Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure, quand un élève ou bien quand un écolier ne voit pas ses parents lire, c'est normal qu'ils ne puissent pas s'attacher à la lecture. Mais bon, et c'est vrai qu'on nous dira qu'il y a des parents qui sont illettrés, mais quand même qui ont des enfants qui ont pu évoluer, qui ont pu évoluer. Oui, ça c'est des exceptions, mais tout ce que vous faites, l'enfant prend l'exemple sur vous. Et donc nous, en tant que parents, c'est vrai que nos occupations quotidiennes, nos tâches quotidiennes ne nous permettent plus de s'accrocher trop à des livres, mais quand même pas en week-end. Peut-être il faut prendre un bouquin et lire ça avec ses enfants, ou bien quand même demander aux enfants de lire et de venir vous expliquer, de vous dire ce qu'ils ont compris à travers ce livre. Ça suscite en eux toujours cette passion, cette envie de découvrir le livre. Donc je pense que il faut quand même qu'on fasse la sensibilisation déjà au niveau des parents et aussi au niveau des enseignants
je ne sais pas si les exposés continuent aujourd'hui ou les lectures en classe, les lectures collectives continuent en classe. Je ne sais pas si ça continue, mais il faut quand même qu'on continue sur cette lancée pour pouvoir susciter toujours le désir de la lecture chez les apprenants. Merci, Émeric. Oui, je voudrais ajouter en rapport avec l'adhésion aux bibliothèques et à la lecture qu'il y a des écoles, et je profite pour saluer, qui obligent les apprenants à s'inscrire, à faire une adhésion dans les bibliothèques pour les mercredis soirs et les samedis, aller lire sur place ou rentrer avec ces documents-là pour lire à la maison. Et c'est à saluer, c'est à encourager, mais je voudrais revenir sur la question des enseignants. Si la lecture continue à l'école, puisqu'il y a toujours des livres au programme, on continue de donner des exposés, mais comme l'a dit l'écrivain, il y a que les apprenants vont en cyber aujourd'hui. Au lieu de lire, ils vont voir si quelqu'un n'a pas fait un exposé. Et puis voilà, ça nous permet, voilà, c'est la facilité. Et l'Internet a été créé pour nous faciliter la vie, donc il faut savoir en profiter. Mais quand on ne lit pas, quand on lit le document du début jusqu'à la fin, c'est différent de lire des pages parce que les pages se complètent. Donc, vous ne finissez pas de lire l'histoire, vous ne finissez pas de découvrir, de vous approprier le contenu du livre, mais chacun prend une partie et est sûr de connaître cette partie-là. Quand vous allez finir d'exposer, ça va venir en évaluation, chacun va expliquer sa partie sur la copie. C'est au professeur d'aller compléter. Et on n'aura pas la note appropriée. Donc, je pense que c'est ensemble que nous allons redonner le goût aux apprenants de la lecture, mais aussi aux adultes, parce que quand on est à l'école, on a l'obligation de lire. Mais quand on finit le cursus scolaire, combien sommes-nous à se dire qu'on a une routine de lecture, si c'est par semaine, par mois, on doit finir. Aujourd'hui, même en étant adulte, quand on va à la bibliothèque, on prend 2 livres. Je vous promets, le temps passe tellement vite, l'échéance arrive. Vous n'avez même pas encore démarré. Vous revenez avec le livre, vous le reprenez et puis vous revenez à la maison. Finalement, vous êtes là, tourné avec le même livre que vous finissez par déposer ou ne pas finir la lecture, aller prendre un autre. Donc, il faut véritablement qu'on fasse pression sur nous-mêmes, adultes, c'est vrai, et de donner aux enfants le goût de la lecture, mais ça nous concerne tous, puisqu'on apprend, on s'exprime, et il faut de nouveaux mots, il faut renforcer son vocabulaire, il faut s'ouvrir au monde, il faut pouvoir profiter de la richesse, parce que c'est bien de faire une discussion, de tenir une discussion avec des mots qu'il faut, de donner envie à l'autre d'aller découvrir ces mots et de renforcer également son vocabulaire. Quand on parle, quand on a un nouveau mot, on se dit, on l'enregistre dans notre mémoire ou on l'écrit quelque part, on va voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire et c'est un plus pour nous. Absolument. Alors, vous avez abordé l'aspect qui m'intéresse en tant qu'adulte. Qu'est-ce qui fait que vraiment après l'école, on n'aime plus ou bien on n'a plus cette habitude? Est-ce que c'est réellement le boulot? Et moi, je voudrais qu'on analyse, c'est réellement le boulot? Oui, c'est réellement le boulot parce que quand vous quittez le cursus scolaire et que vous rentrez dans la vie active, c'est carrément autre réalité. En tant que père de famille, vous devez gérer la famille. On n'a plus ce désir, n'est-ce pas, de parcourir les feuilles d'un livre. On se dit, les enfants doivent manger. La grande famille est là, la petite famille est là. Voyez-vous, la grande famille. L'argument de toujours. Voilà. Donc, on se dit, ah non, est-ce que j'ai encore le temps de lire? Oh, et c'est une façon de s'oublier. Parce que j'ai toujours dit, lorsque vous prenez un livre et que vous arrivez, n'est-ce pas, à parcourir les feuilles, n'est-ce pas, de cet ouvrage, il y a toujours un message, il y a toujours quelque chose que vous gagnez de plus. Il y a toujours, n'est-ce pas, un de plus. Lorsque, en lisant, n'est-ce pas, un livre, je tombe sur une phrase, par exemple, qui me dit le succès est le résultat, n'est-ce pas, de la persévérance, de la pureté et de la sainteté. Lorsque je tombe sur ces genres de phrases, je dis, mais ça m'interpelle. Oui, ça m'interpelle. Lorsque je tombe sur une phrase qui dit tout ce qui finit, tout ce qui doit commencer, tout ce qui, comment on l'appelle? Non, ce qui doit... Vous n'avez pas bien retenu ça. Je ne l'ai pas bien retenu. Oui, tout ce qui doit commencer, non, tout ce qui doit finir ne peut jamais commencer.
Voyez-vous, quand j'entends ça, ça fait réfléchir. Voilà, donc ça voudrait dire que nous racontons des phrases, nous avons des expressions. Quand je raconte une belle dame dans la rue, mais qui me plaît, je lui dis, mais madame, vous êtes, voilà, madame, vous êtes d'une élégance achevée. Quand je le dis, voilà, donc ça voudrait dire qu'à travers la lecture, je gagne beaucoup de choses. J'arrive, n'est-ce pas, à m'exprimer facilement. J'arrive à dire que, attention, je gagne beaucoup de choses. J'arrive, n'est-ce pas, à m'extérioriser, à s'exprimer facilement. Et l'autre chose que j'ai déplorée dans le système éducatif béninois, nous avons supprimé la dictée. Nous avons supprimé la dictée. C'est extrêmement grave. Nous avons supprimé la dictée. Je me rappelle au CM2, quand on entendait dicter, il y a des gens qui étaient prêts à escalader le mur. Non, lui, c'est-à-dire, ou à s'évaporer. Oui, à s'évaporer. Parce que quand on entend dictée matinale, imaginez ce que ça crée. Ou vous aimez la lecture pour réussir les dictées, ou, c'est-à-dire, vous escaladez le mur pour vous retrouver de l'autre côté. Donc, ça voudrait dire que la suppression de la dictée cause un véritable problème. Moi, j'ai dit, c'est par là que beaucoup de personnes se sont retrouvées. C'est par cette matière que beaucoup de personnes sont devenues peut-être écrivains aujourd'hui, arrivent à mieux s'exprimer. Donc, ça voudrait dire, c'est vrai, ça revient lentement, de façon timide. Exactement. Oui, ça revient lentement de façon timide, mais je me demande, est-ce que par la suite, ça aurait l'ampleur que ça avait, le dictée matinale, c'est-à-dire, vous savez ce que ça donne. Donc, ça veut dire que nous avons un effort en tant que parents, c'est vrai, quelques 15 minutes pour le faire. Avant d'aller au lit, moi, je le faisais quand j'étais vraiment au chevet de mon lit. Il y a un petit truc là. Bon, pour baisser ma femme, je lis quelques phrases et elle s'endort. C'était stratégique. Oui, c'était stratégique. Donc, quelque part, ce sont des petits... C'est-à-dire que quand vous voyez les difficultés, on n'arrive jamais à faire. Cherchez d'abord la passion dans la chose. Quand vous cherchez la passion dans la chose, la passion vous attire. Ce sont des petits trucs qu'on peut faire. Où on dit, madame, bon, on va faire un petit jeu. Vous prenez un livre, je prends comment on l'appelle, une page, vous lisez une page, je lis aussi une page et expliquez-moi tout, vous avez compris. Donc, ça permet parfois, n'est-ce pas, de reconsolider l'amour. Pas de pages différentes du même livre. Non, pas de façon, nous sommes plus des élèves. Donc, ça permet, n'est-ce pas, de reconsolider l'amour, n'est-ce pas, de revivre l'amour autrement, parce que l'amour, ce n'est pas de manger, de dormir, d'aller de l'amour. Voilà, merci. Je vais sortir le livre bientôt, vous allez l'éditer. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous avons une autre invitée dans nos locaux que nous allons installer sur le plateau. Est-ce que je vais vous libérer? Je voudrais quand même avoir d'abord votre point sur le lendemain donc, de la lecture, de l'écriture. Très bien. Je dis, nous avons encore à faire en tant que parents, en tant qu'éducateurs. Nous avons encore à faire parce que nous avons le devoir d'avoir un bon pli et transmettre plus tard ce pli à la génération. Nos enfants sont là pour nous suivre, pour voir ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes un exemple en nos mots, nous sommes un exemple aux enfants. Donc, il faudrait de façon inéluctable se redonner à la lecture. Je ne nous demande pas de lire du matin au soir, quelques 10 minutes le soir ou les heures creuses, quelques minutes, ça nous ferait plaisir. Demandez également à l'État de revoir le système éducatif parce que ce n'est pas encore ça, c'est vrai, beaucoup de choses se font, il faut le reconnaître, mais c'est l'occasion aussi de dire, tant que ce n'est pas encore fait, on a besoin que la dictée revienne, on en a besoin. Quartier latin d'Afrique, c'était le Bénin. On a perdu ce titre, ça reviendrait quand la question est posée à chacun et à tous. Merci Esquil Bossuet. Je vous libère pour installer une autre invitée sur le plateau. Voilà, elle est installée Prudentienne Wimbo Bagidi. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Comment allez-vous? Bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la présidente de l'Association des libraires du Bénin. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, vous nous avez suivi un peu, je reste avec vous, vous nous avez suivi un peu depuis le début de ces échanges, ou en tout cas presque le début, et nous avons essentiellement fait remarquer que la lecture n'est plus trop au goût du jour. Vous qui êtes dans les librairies, Madame Prudentienne,
Est-ce que nous avons dit vrai? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Merci, Madame la journaliste. Bonjour, téléspectateurs. Je voudrais reprononcer mon nom de famille. C'est Hounibo, épouse Baguédé. Oui, effectivement, je suis libraire. Je suis la directrice de la librairie Savoir d'Afrique et présidente de l'association des libraires professionnels du Bénin. Vous avez dit, j'étais dans les coulisses, j'écoutais, vous avez dit que les gens ne lisent plus, que les librairies ou bien les bibliothèques sont désertes. Et je voudrais vous dire que cette affirmation est gratuite. Parce que ce n'est pas ce qui est remarqué. Ce n'est pas ce qui est remarqué. Pas ce qui est remarqué, sinon les librairies ou les bibliothèques auraient déjà fermé les portes. D'accord. Et tout au début de l'avènement des NTIC, on avait constaté effectivement un engouement vers les téléchargements, les réseaux sociaux et autres. Mais à l'heure actuelle, nous pouvons affirmer en tant qu'acteur principal de la chaîne que le livre, la lecture évolue et se porte très bien au Bénin. Nous avons constaté pendant des années que après la génération des intellectuels, des cadres qu'on appelait quartier latin de l'Afrique, il y a la jeune génération qui spontanément viennent dans les librairies pour s'offrir des livres, pour acheter des livres plaisir autres que le prescrit. Donc, et les bibliothèques aussi, surtout si vous allez dans les bibliothèques, pas de Cotonou, mais surtout dans les bibliothèques des autres départements ou bien les points un peu reculés, les classes ou les centres de lecture. Je peux vous dire que moi, je suis étonnée un jour, en 2021, vers fin décembre, j'étais à Natitengu. La bibliothèque était remplie. Et le responsable m'a dit que c'est le statistique chaque fois. Parce que les gens, les élèves, surtout les apprenants, en dehors de leurs heures de cours, c'est leur autre loisir, ce sont les bibliothèques, les centres de lecture. À Cotonou également, on vit cet événement, seulement que dans les milieux un peu citadins, bon, comme les parents ont la possibilité d'acheter des livres de la bibliothèque à la maison, et ceux-là restent chez eux. Donc la lecture se porte très bien. Et aussi, si ce n'est pas d'évancer le débat, il y a plusieurs associations, plusieurs ONG qui s'investissent dans la promotion de la lecture. Actuellement, nous avons plusieurs blogs littéraires, des clubs de lecture, des enseignants qui organisent des clubs de lecture par-ci, par-là, dans les écoles. Donc la lecture, moi, je peux vous affirmer que la lecture de cela 10 ans a évolué. Oui. Très bien. Alors, elle est en pleine forme. Je me pose quand même une question. Si les apprenants, il est vrai, remplissent les bibliothèques ou bien encore les librairies en pleine année scolaire, est-ce que justement ce n'est pas les mois où on sait que on doit lire certains documents, même si, bon, on doit fréquenter quand même ces centres pour pouvoir être informé, pour pouvoir répondre donc aux exigences de l'école et autres, et que les mois de vacances, bon, ça passe après, hein? Oui. Oui, effectivement. Bon, pendant la rentrée, pendant les années de cours, les livres les plus lus sont souvent les livres prescrits au programme. Et c'est là où je vous rejoins, où vous exhortez les parents à jouer leur rôle. Il faut beaucoup profiter pendant les vacances pour acheter des livres, pour renouveler les bibliothèques ou inciter les enfants à s'abonner aux bibliothèques publiques et autres. Parce que si on ne les occupe pas pendant les vacances, ils ont le temps de s'adonner à autre chose. Et aussi, pendant les heures de cours, vous avez vu avec notre programme éducatif maintenant, ils sont presque tous les jours au cours. Donc ils n'ont que quelques après-midi, mercredi, et encore, si vous êtes en classe d'examen, il y a les TD par-ci, par-là qui vous occupent. Donc, le plus souvent, les apprenants sont dans les librairies ou bien dans les bibliothèques surtout, à cause des manuels programmes, des exposés qu'on leur donne et autres.
Moi, je peux vous affirmer que, pas plus tard que le mois passé, j'ai reçu une cliente, c'est une apprenante en classe d'examen, je pense, qui a quitté Porto Novo, qui est à la recherche d'un livre d'un auteur béninois. Parce que l'enseignant leur a exigé d'avoir le livre, parce qu'il sait qu'ils iront sur le net télécharger des choses. Donc, si avant de présenter l'exposé, vous devez présenter le livre d'abord, c'est-à-dire faire le résumé du livre et montrer physiquement le livre. Donc, quand elle était venue dans ma librairie, elle n'a pas trouvé, elle a failli s'évanouir. Parce que c'était son seul recours, parce qu'on lui a dit que obligatoirement, si elle arrivait dans ma librairie, elle allait trouver. Donc, aussitôt, elle n'avait même pas de crédit pour appeler. Et je l'ai aidée, il a appelé son enseignant, il dit, voilà, madame, monsieur, je suis dans la seule librairie, j'ai fait tout le tour, mais je n'ai pas trouvé le livre, qu'est-ce que je dois faire? Ça m'avait tellement touchée. Si j'avais les moyens, je pouvais rapidement lui faire venir, mais l'exposé était déjà dans un délai proche, sinon en une semaine, je pouvais lui faire ramener, commander le livre et lui faire ramener. Donc, c'est un exemple pour vous dire que les apprenants, et de jour en jour, nos enfants prennent conscience. La majorité, je ne peux pas dire tout le monde, prennent conscience et puis essaient au moins, tout au moins, de lire les romans au programme. Parce que nous, en notre temps, je savais que les classiques, souvent, on ne lisait pas. On mettait ça de côté, les parents achètent, mais on mettait ça de côté. On lisait seulement les romans, les nouvelles qui sont intéressantes. Mais maintenant, les exposés aussi portent sur les classiques. Donc, l'apprenant est obligé de lire et de bien dépouiller ces livres-là. Très bien. Alors, Jean-Baptiste, réaction? D'accord, je ne vais pas m'inscrire en porte-à-faux avec ce que Mme Maguidi a dit, puisqu'il y a une petite nuance qu'elle a marquée, il y a un engouement qui est en train d'être constaté. Ça veut dire que nous n'avons pas actualisé notre dossier, nos informations. Nous sommes restés sur l'effet de masse. Les gens ne lisaient pas. Mais là, en tant que spécialiste, elle a dit il y a un engouement, les bibliothèques sont fréquentées, les librairies sont fréquentées. Mais reste l'information essentielle, il y a que ce qu'on constate, les vocabulaires ne sont pas améliorés, le niveau baisse, surtout en termes d'expression. Voilà, quand les gens s'expriment, on sent vraiment qu'il n'y a pas cette aisance à libérer le message. Et on peut le dire réellement, c'est à la base, c'est qu'il y a un défaut de lecture. Moi, je vais dire également une chose, parce que tout à l'heure, quand on parlait de la lecture au niveau des parents, il faudrait également qu'on leur montre l'importance de la lecture. Parce que comme on est en train de le faire avec les apprenants tout à l'heure, bon, chacun allait dans tous les sens. On a dit, voilà, ça améliore le vocabulaire, ça permet de découvrir autre chose, de voyager avec l'auteur. Mais qu'est-ce que, en tant que parent, je gagne en tant que lecteur? Voilà, il faudrait aussi qu'on aille dans ce sens-là. J'ai eu comme information récemment qu'un adulte qui lit fait reculer la maladie de l'Alzheimer. Moi, je peux utiliser cela comme argument pour encourager des adultes à lire. Un adulte qui passe au moins 15 minutes de lecture chaque jour est en train de muscler son cerveau. Et on a besoin de muscler vraiment notre cerveau pour ne pas avoir des trous de mémoire à l'avenir. Donc l'adulte qui grandit doit savoir que voilà l'un des remèdes que j'ai à ma disposition, que j'ai à mon niveau pour pouvoir contrer ces maladies, trous de mémoire, Alzheimer, tout et tout, c'est qu'il va falloir que je commence par faire au moins 15 minutes de lecture par jour. Donc c'est tout un travail qu'il faut également faire au niveau des adultes pour qu'eux-mêmes, ils retournent à la lecture, parce que nous avons tous besoin de retourner à la lecture. Moi, je suis personnellement un passionné de la lecture. Je sens que Mme Baguidi va me voir ces derniers jours dans sa librairie, et parce que je ne connaissais pas la librairie. Je vais fréquenter forcément sa librairie. Il y a des livres que j'achète, que je n'arrive pas à lire, que je ne finis pas de lire, parce que bon, je sens que tel autre peut être encore plus intéressant. Mais le fait est qu'à la fin, je fais mon bilan chaque année. L'année passée, j'ai lu une vingtaine de livres et cette année, je veux aller plus loin. J'ai programmé ma lecture sur 30 livres au moins et des thématiques différentes. Il faut que vous nous donniez le secret, la motivation. Le secret, le programme. Non, Madame Baguidi, rassurez-vous, je serai là. Vous êtes un bon client. Vous êtes un bon client à attraper. Bon, je voudrais rebondir rapidement sur le fait que vous avez souligné que le vocabulaire ou bien les expressions ne sont pas très, très bonnes. Effectivement, mais il faut remarquer que c'est surtout dû
nos Notre SMS manière de ou communiquer. manière de chat et autres là, Oui. où il faut abréger, effectivement, ça ne va pas. Parce que moi-même, mes enfants, quand ils m'envoient des messages, avec, bon, leur papa ne passe son temps à leur souligner les fautes, il dit non. Il dit oui, papa, c'est parce qu'il faut aller vite, quoi. Je dis non. Ça aussi, ça déforme le vocabulaire, ça déforme un peu les règles grammaticales. Et les parents et puis les enseignants ont encore affaire à ce niveau. Mais il y a aussi des adultes aussi qui copient bêtement et cette manière de faire et qui déforment vraiment notre vocabulaire, bien notre écriture, j'allais dire. Très bien. Alors, Alilatou. Oui, sur la question des bibliothèques qui sont fréquentées, c'est bien qu'on ait précisé que ce sont des apprenants. Oui. Parce qu'il y a quelques jours, en effet, la semaine dernière, j'étais à la bibliothèque de Godomé où, quand j'ai enregistré mon nom sur le registre, j'ai vu à peu près le nombre de personnes qui étaient là en cette journée, c'était un lundi. Et à midi, systématiquement, je voyais des apprenants qui venaient pour prendre un livre, pour voir un document qui disait avoir tel exposé et se retrouver là pour lire ensemble parce qu'on n'a forcément pas le livre chez soi. Et donc, on profite de cette heure de pause-là pour venir voir véritablement. Mais la lecture, on l'a dit dès le départ, c'est vrai chez les apprenants, c'est une obligation au-delà des exposés, du manuel au programme. Mais il y a le fait qu'avant, nos parents nous offraient également des livres ou nous incitaient à lire au-delà de ce que l'école nous obligeait à lire. Que nous-mêmes, en tant qu'adultes, jusqu'à un certain moment donné, on avait gardé cette habitude-là de la lecture et on s'essayait chaque mois de lire, chaque semaine de lire. Mais aujourd'hui, combien sommes-nous? Si nous perdons déjà cette passion-là, ces habitudes-là, qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants quand ils vont également sortir de l'école et qu'ils ne seront plus, et ils n'auront plus cette pression-là parce que l'enseignant a demandé ou parce qu'on doit passer à la librairie. Combien sommes-nous à acheter un livre en un an? On préfère acheter des choses qu'on peut utiliser, même quand on a le livre gratuitement avec les versions PDF, on ne prend pas. Quand vous discutez avec un auteur qui vous offre son livre, déjà qu'il vous a fait le résumé, le reste, on sait de quoi il s'agit. Voilà, vous décidez de gagner du temps alors qu'il y a des détails sur lesquels il ne partira pas et que ce sont ces détails-là qui vous aideront parfois. Moi, j'ai lu des livres, j'aimais beaucoup lire des livres de fiction ou des livres dans lesquels on racontait l'histoire de meurtre, ce qu'on fait aujourd'hui dans les films policiers. Exactement, des films policiers, tout ça. Bon, les romans aussi. Et je ne vous dis pas tout ce que ça vous apprend. Vous lisez une histoire et à la fin, on vous dit, voilà comment il faut se protéger quand vous sortez la nuit, voilà comment il faut faire quand vous êtes seul à la maison. Et des choses que vous apprenez qui renforcent votre façon de vous défendre, de vous protéger contre telle ou telle chose. On apprend toujours dans les livres, qu'on soit enfant, jeune ou adulte, on ne doit pas... Bon, on trouvera des excuses, mais il faut quand même essayer. Parce que quand vous trouvez des excuses, vous n'aurez pas la motivation, vous ne trouverez jamais le temps pour le faire. Les soirs, on nous dit de lire 10 minutes. Moi, les quelques fois j'ai essayé, j'ai trouvé que c'était déstressant. Vous sortez de tout le bruit de la journée, des messages qui stressent, du bip, du téléphone et tout ça, et vous vous concentrez 10 minutes. Après, vous vous couchez directement. Parce que quand vous prenez le téléphone encore, vous voyez, vous partagez les ondes et tout ça, et vous retournez au stress. Mais bon, on ne le fera pas parce que même avant de dormir, on a encore notre téléphone en main. Et il y a des messages auxquels on doit répondre. Tout peut attendre. Il n'y a pas Très bien. Alors, je reste avec vous, Alilatou, pour que vous nous parliez un peu du bouquin. Nous parlons du livre aujourd'hui. Oui, on parle du livre et on a choisi de vous informer davantage sur le mot bouquin qui est le mot du jour. Il faut dire que bouquin, c'est le synonyme de livre. Et donc, je profite pour donner un peu la définition du livre qui est un document écrit composé de pages reliées les unes aux autres. Et c'est un support qui permet la diffusion et la conservation de textes de nature variée.
Donc le bouquin, je le disais, est familier au livre et le premier synonyme qu'on a, c'est d'ailleurs le livre. En zoologie, ça peut signifier lièvre, mâle, ou ça peut signifier également vieux bouc, comme définition de bouquin. Les synonymes qu'on a au bouquin, on a livre, on a écrit, on a édition, on a ouvrage, on a texte, on a volume et on a grimoire. Quelques citations en rapport avec le livre et les bouquins. Vous allez vous faire votre idée. Aujourd'hui, on peut lire de deux façons. En plongeant le nez dans un bouquin ou en collant les yeux sur un écran. Donc voilà, on le disait. Le mieux qu'un homme puisse faire de sa vie, c'est de transformer en conscience une expérience aussi vaste que possible. C'est une citation de Albert Camus et qui a été tiré d'un de ses romans. Et puis la dernière citation, c'est « Si vous n'aimez pas lire, c'est que vous n'avez pas trouvé le bon livre. » Absolument. D'ailleurs, qui est notre citation du jour, qu'on va essayer de décrypter un peu plus tard. Alors, je reviens à vous. Moi, est-ce que Émeric ne veuille réagir sur quelques aspects rapidement? Oui, peut-être sur l'aspect qu'a souligné tout à l'heure la présidente de l'association des libraires. Quand on va un peu dans les zones reculées, vous savez, les réalités ne sont pas les mêmes que dans les zones urbaines. Donc aujourd'hui, quand vous allez dans les zones reculées, vous allez voir que les quelques bibliothèques qui sont implantées dans ces zones-là sont davantage fréquentées par... Je pense qu'on a un appel. Allô? Oui. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Alors, je suis Blaise Chao, le directeur du livre. J'aimerais juste faire un petit apport par rapport à votre mission. Très bien, enchanté. Alors, vous allez hausser un tout petit peu la voix pour qu'on puisse mieux vous recevoir sur le plateau. Alors, vous nous parlez, vous voulez donc intervenir sur notre sujet pour parler du livre. Je voudrais d'abord vous demander, Monsieur Chao, comment est-ce que on a dit tout à l'heure que le livre se porte assez bien dans notre pays. Est-ce que vous aussi, vous le confirmez d'abord? Oui, merci, Madame la journaliste. Bonjour, téléspectateurs. Bonjour. Je voudrais d'abord vous féliciter, féliciter pour cette initiative qui invite déjà les acteurs de la chaîne du livre à échanger autour du livre. Alors, le livre se porte mieux par rapport au diagnostic qui a été fait par l'écrivain qui était sur le plateau. D'accord. Le livre se porte mieux parce qu'il y a eu un certain nombre d'actions qui sont menées au niveau des établissements scolaires à travers le programme que met le programme exécute le ministère des Enseignements, aussi bien primaires que secondaires, et à travers la politique du livre de notre pays. Alors, je ne voudrais pas contredire l'écrivain ni Madame Bavidi qui est sur la chaîne. Oui. Les gens ont perdu le goût de la lecture. C'est la grande majorité. C'est vrai que les actions se font, c'est-à-dire que Madame a parlé des statistiques au niveau des librairies où les gens viennent quand même acheter des livres. Oui. Mais quand je reviens au thème qui est affiché, l'écriture, le livre et l'écrivain au Bénin, quel lendemain, je pense qu'il faut parler spécifiquement des écrivains béninois. Est-ce que les livres des écrivains béninois sont lus? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que les livres des écrivains béninois sont lus? Et si les livres ne sont pas bien lus, pourquoi est-ce que ces livres ne sont pas bien lus? Alors, au niveau du Bénin, je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour que la chaîne du livre soit bien huilée. L'écrivain a son rôle à jouer, il crée du contenu. Mais ce n'est pas à l'écrivain d'aller vendre son livre, ce n'est pas à l'écrivain nécessairement d'éditer son livre. Au niveau de la chaîne du livre, la maison d'édition est l'entreprise qui se met en contact avec l'écrivain et fait vivre le livre de l'écrivain. Il y a ce rôle que les maisons d'édition doivent jouer et elles ont commencé à le jouer. Nous faisons un plaidoyer, mais on fait aussi un lobbying pour que désormais
chaque acteur du maillon de la chaîne du livre joue son rôle. Très bien. Alors, Monsieur Tchechao, vous avez dit, est-ce que le livre béninois est bien lu? Bon, vous êtes au niveau des arts et du livre. Bon, c'est vrai qu'il y a un écrivain ici sur le plateau qui va nous dire si son livre est quand même assez bien lu déjà. Néanmoins, est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques actions qu'il faille mettre, ou bien que vous êtes en train de mettre en place justement pour corriger cela? Oui, je vous ai dit tantôt que l'État travaille à encourager la mise en place d'un écosystème permettant à chaque acteur du livre de jouer sa partition. Oui, de manière concrète. De manière globale. Je ne veux pas rentrer dans les... Si les gens lisent réellement et tout, nous avons des enfants, nous-mêmes, nous ne lisons plus beaucoup. On prend de nos propres exemples. Donc je ne veux pas rentrer dans cela. Mais ce que je peux vous dire... Pour que cet écosystème fonctionne normalement, nous avons déjà nos éditeurs qui sont en association. Nous avons aussi nos libraires qui sont en association. Vous avez d'ailleurs la présidente de l'association des libraires qui est là. En fait, quand ils se mettent en association, c'est pour mieux poser des problèmes du secteur du livre. Et au niveau du ministère de la Culture, nous donnons déjà des agréments pour les éditeurs et pour les libraires. C'est vrai que n'importe qui peut prendre un registre de commerce et dire que je crée une librairie, mais au niveau du ministère de la Culture, nous essayons de nous assurer que ces structures qui sont créées, en l'occurrence ces librairies qui sont créées, vont réellement jouer leur rôle en allant mettre les livres à disposition du public. Au niveau des librairies, c'est vrai que les librairies sont beaucoup plus concentrées à Cotonou qu'à l'intérieur du pays. Alors quand le livre ne va pas aussi au consommateur, ça peut poser aussi un problème. Quand vous allez dans le fin fond du Nord, où c'est seulement à la rentrée, que certains acteurs de l'informel achètent à Dantopa ou des pommes des livres et viennent les vendre. Après, on en fait quoi? Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Tchechao, Blaise Tchechao. Vous êtes le directeur des arts et du livre. Merci infiniment. Nous allons poursuivre nos échanges justement par rapport à la partie de l'écrivain que je voulais aborder pour cette dernière partie de l'émission. Alors, avant de vous donner la parole, Madame Prudentienne, je voudrais revenir à vous. Le livre béninois, bon, est-ce qu'il est bien lu? D'accord. Je pense que cette question peut y répondre dans un double sens. Parce que si vous dites le livre béninois, est-ce qu'il est bien lu? La première réponse qui me vient en tête, c'est est-ce qu'au programme, il y a des livres d'auteurs béninois? Parce que pour que ces livres soient bien lus, il faut que déjà la majeure partie des apprenants s'y concentrent. Et je veux bien répondre à l'affirmative. S'il y a des livres d'auteurs béninois qui sont dans le programme, c'est que les livres sont bien lus. Maintenant, est-ce qu'en dehors du cadre des apprenants, du cadre pédagogique, il y a des livres d'auteurs béninois qui abordent des thématiques qui ne soient pas seulement des thématiques académiques? S'il y a des livres d'auteurs béninois qui n'abordent pas que des thématiques académiques, il y a un travail à faire à ce niveau-là pour savoir réellement si ces livres sont bien lus. Pour ma part, voilà. C'est important. J'ai choisi une thématique qui ne court pas les rues. Voilà, j'écris des livres spirituels, j'écris des livres religieux. Et donc, je peux dire pour ma part que c'est lu peut-être par les chrétiens, c'est lu par ceux qui ont cette soif de mieux comprendre le divin. Mais personnellement, je sens que mes livres coulent quand même. Donc, je ne fais pas encore de bilan négatif. Votre dernière parution, vous en avez vendu combien? Ma dernière parution, c'est pour le jeudi de l'Ascension, donc ça va venir tout à l'heure. Donc, c'est pour très bientôt du travail. D'accord. Mais je vais dire une chose aussi importante, puisqu'on est en train d'aborder cette thématique de la lecture. Est-ce que les livres, puisque M. Tchechao tout à l'heure a parlé de toute une chaîne, les maisons d'édition, les librairies, tout et tout. Moi, j'ai eu une difficulté quand je voulais faire sortir mon premier livre, parce que la maison d'édition, quand je devais passer par la maison d'édition, c'est vrai, j'étais encore néophyte au début, ça me revenait nettement cher. Alors, je me suis dit, si je dois faire toute cette chaîne et faire paraître mon livre, finalement, je le mets à combien? Est-ce que le béninois lambda peut acheter mon livre à un tel prix? Donc, parfois, les gens veulent aller en auto-édition. Voilà que quand ils vont en auto-édition, je crois bien, ils n'ont pas tout l'appui qu'il faut, toute la contribution qu'il faut de cette chaîne-là. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire également à ce niveau pour que la chaîne, voilà, si on doit passer par la chaîne, qui ait cette facilité et que également le produit final soit quand même à la portée de tous. Voilà. De tous. Alors, Prudentienne,
est-ce que en dehors des apprenants, les livres béninois sont demandés? Bon, j'allais répondre comme l'écrivain qui est en face de moi. Le livre béninois, il faut faire la part des choses. Le bon livre béninois. C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que vous mettez dans bon livre béninois? Parce que nous avons une floraison d'écrivains ou d'auteurs actuellement au Bénin. Mais est-ce que tout est bon? Le contenu. Et monsieur le directeur des arts du livre a dit tout à l'heure, est-ce que le livre béninois est lu? D'ailleurs, c'est une très bonne occasion que le gouvernement béninois a commencé par attribuer des prix. Et récemment, le dernier prix de 2021, le président du jury du prix de l'écrivain, le Grand Prix littéraire, a souligné que vraiment qu'il demande et qu'il supplie les maisons d'édition béninoises de commencer par rejeter, de commencer par refuser des manuscrits, de ne plus voir seulement le côté commercial, mais de commencer par refuser. Parce qu'on publie tout, mais tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Les écrivains béninois les plus lus, on les connaît. Ils sont comptés du bout des doigts. Si dans votre coin, vous produisez un livre et avec vos copains, vos amis, vous arrivez à écouler, il faut se remettre en cause, remettre vos livres critiques pour savoir si c'est un bon livre. En librairie, en tant que commerçant, là je porte la casquette de commerçant, les libraires ne se hasardent pas à acheter tous les livres béninois. Nous prenons le plus souvent et les bons en dépôt. Parce que si vous hasardez à prendre tous les livres, vous allez vous retrouver avec un stock inutile. Donc, les bons livres béninois sont lus. Et je voudrais revenir un peu sur les propos du directeur. Il a souligné plusieurs aspects de la chaîne du livre, plusieurs aspects de la politique du livre, de la filière livre d'une manière générale. Il faut d'abord commencer, effectivement, par réglementer le secteur, que chacun reste dans son couloir. L'écrivain, tout à l'heure, disait que pour la publication de son livre, il a vu que s'il passait par une maison d'édition, ça va lui revenir cher. On a constaté maintenant au Bénin que l'auto-édition est devenue la règle. Tout le monde devient éditeur, écrivain, libraire, distributeur, tout. Un seul auteur ou bien écrivain joue presque tout ce rôle. Comme ça, le livre aura toujours des problèmes au Bénin. Si nous regardons comment la filière se porte dans les pays du Nord, tout est réglementé, chacun reste dans son rôle. Et je sais que le gouvernement actuel est en train de corriger ou bien d'amener chaque acteur à rester dans son rôle. Il y a aussi le projet actuel, projet reçu éducatif initié par les instituts français, qui essaie de corriger un peu ces défaillances que nous observons au niveau du secteur. Il a posé aussi le problème des éditeurs qui deviennent éditeurs, libraires et tout. Les libraires aussi, la difficulté qu'on a au niveau des librairies, c'est que la plupart sont centrés à Cotonou, dans les villes de Cotonou, les quartiers de Cotonou et ainsi de suite. Et la distribution pose problème. Parce que dans les coins les plus reculés, les livres d'auteurs béninois ne sont pas présents. Et nous, en tant que président de l'association, nous recevons chaque fois ces plaintes, si bien que récemment, avec l'association des éditeurs du Bénin, nous sommes en pourparlers pour savoir quelle approche de solution trouver pour assurer une distribution sur toute l'étendue du territoire. Parce que ne crée pas une librairie qui veut, c'est aussi un investissement. Et nous laissons souvent de la place aux livres contrefaits, aux vendeurs saisonniers qui viennent nous rappeler le marché. On en est conscient, mais comment faire, nous, avec l'association des éditeurs, nous sommes en train de réfléchir. Et nous continuons de réfléchir avec le concours de la direction des arts du livre. Bon, donc ce sont les différents problèmes qui minent le secteur. Sinon, et aussi, je voudrais aussi souligner un aspect.
ce n'est pas seulement les apprenants qui lisent. C'est pour cela que le projet ressources éducatives que j'ai dit tout à l'heure a commencé par l'apprentissage de la lecture, par les tout petits, les bas âges. Si vous étiez un parent ou vos parents vous avez amené, vous avez incité, vous avez éduqué à la lecture, on constate que ce parent-là, même avec toutes les difficultés, la gestion de la vie quotidienne, continue toujours de lire. Madame a donné l'exemple maintenant qu'il essaie de lire 10 minutes ou bien 15 minutes de livre avant de coucher. Monsieur aussi a dit qu'il s'est donné comme défi de lire 30 livres. C'est parce que dès le bas âge, ils ont été éduqués et ils ont grandi avec. Si vous n'avez pas cette éducation, avec toutes les difficultés que nous avons maintenant dans la vie active où il faut réfléchir sur comment l'enfant va manger, l'enfant va s'habiller et autres. Moi-même qui suis ici en tant que libraire, je n'arrive pas à tenir le coup. Quand bien je suis avec les livres du matin jusqu'au soir, vous avez tout dans la tête. Donc, il faut vraiment être un bon lecteur pour passer le message à votre enfant et continuer à être un bon lecteur. Ça, ce n'est pas lié ou bien ce n'est pas la faute à quelqu'un, mais c'est à votre faute même. Donc, c'est pour cela que moi, je demande et je vois que toutes les actions qui sont menées sur le terrain pour la promotion de la lecture vont à l'endroit des apprenants. Et c'est une très bonne chose, parce que l'apprenant d'aujourd'hui est le parent de demain. Oui. Vous voyez? Donc, il faut vraiment partir depuis les apprenants pour construire le parent de demain. Très bien. Merci bien. Alors, il faut aborder un aspect important, le numérique. Nous avons dit que c'est présent aujourd'hui. Ça a touché également le secteur du livre. Aujourd'hui, nous avons des documents qui sont sur Internet. Comment est-ce que ça a impacté la vie de l'écrivain? Je voudrais bien qu'on aborde cet aspect de la chose. D'accord. Moi, je vais dire une chose. Le livre, version papier, garde toujours son sens pour moi. Ça veut dire, pour la petite histoire, quand madame parlait tout à l'heure, j'ai repensé à ma fille. Oui. Habituellement, chaque mois, j'achète toujours un livre. Et puis l'autre fois, j'ai acquis 3 livres à la fois. Et ma fille m'a dit, mais papa, tu n'as pas fini de lire les autres. Je dis, de toutes les façons, je finirai par le lire. Et elle dit, moi, je suis pressé de savoir lire. Parce qu'elle veut lire couramment, tout et tout. J'ai un bic feutre, donc quand je lis, j'essaie toujours de griffonner dans le livre pour marquer les phrases essentielles. Mais je dirais, je n'ai pas toujours été passionné des livres version électronique. Je ne suis pas un grand passionné parce que je veux avoir une grande bibliothèque. J'aime voir grandir ma bibliothèque. Je sais qu'il y a plus de place actuellement, donc je réfléchis déjà à comment trouver un bon musée pour faire encore une autre bibliothèque. Donc, cette passion, je veux pouvoir l'évaluer à la fin. Quand j'ai un livre version électronique, peut-être que je vais fouiller quelques éléments rapidement. Mais c'est que je retourne toujours à ma passion première. Je veux avoir un souvenir, je veux pouvoir ranger mes livres. Et voilà, je crois que c'est ça, quoi. Alors, est-ce qu'on arrive même s'il y a des livres qui sont sur Internet aujourd'hui, à les lire aussi? C'est aussi là la question, Émeric. Non, ce n'est pas évident. Je pense que, vous savez, quand vous êtes même connecté à l'Internet sur votre tablette ou sur votre ordinateur ou téléphone, il suffit que vous ayez une autre notification, tout de suite vous sortez de ce que vous lisez, et puis déjà vous perdez le fil. Donc c'est d'autant plus difficile, et je crois que un jour je suis allé interviewer le feu Dieudonné Lokossou, l'ancien syndicaliste, et je suis allé dans son salon. Le salon était bondé de livres. Il y avait même des livres qui traînaient encore par terre. J'aime ça. Et donc, le salon, même là, il faut mettre le pied. C'était difficile. Il y avait du livre un peu partout. Je lui ai demandé, mais tous ces livres-là, est-ce qu'il arrive à lire? Il a dit que, en fait, s'il est devenu quelqu'un aujourd'hui pour qu'on vienne l'interviewer, c'est à travers ce qu'il a appris dans ces livres-là. Donc, je pense que ça m'a interpellé profondément. Je me suis dit, si un homme de cette envergure, de cet âge, arrive quand même à lire tous ces livres, a pu lire tous ces livres, je pense que
nous-mêmes, on peut s'en inspirer. Je ne sais pas si ces enfants ont pu copier parce que, vous savez, aujourd'hui, la vraie connaissance, c'est dans les livres. Même aujourd'hui, dans votre écriture, dans la façon d'écrire, d'envoyer des SMS. Déjà, quand on vous lit, on sent que vous avez une certaine culture, vous avez eu à lire. Donc, je pense que même il y a des discours aujourd'hui, quand vous suivez, où les gens qui prononcent le discours citent des auteurs, paraphrases des auteurs, ça vous plaît, ça vous sidère, et puis vous avez envie aussi, voilà. Donc, pour citer un auteur, il faut lire son livre. C'est ça, si absolument. vous ne lisez pas le livre, il ne faut pas citer pour citer également, il faut citer dans un contexte donné. Il faut savoir citer. Alors. Exactement. Il y a trop de bavardage. Donc, il faut lire. Je pense que cette passion doit renaître, qu'on le veuille ou pas. Et je crois que déjà le gouvernement fait beaucoup à travers des prix littéraires pour inciter les gens quand même à lire. Et aussi, quand on parle d'écriture, quand on parle de livres, il faut penser aussi aux écrivains. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de l'écriture au Bénin, mais quand on parle de l'écriture au Bénin, on ne peut pas occulter les écrivains qui quand même fournissent beaucoup d'efforts pour produire un livre, et puis ces livres ne sont pas forcément lus. Et c'est là qu'on se pose la question. Aujourd'hui, on a plus d'auteurs de livres, auteurs d'ouvrages, que d'écrivains. Parce que je suppose que l'écrivain, c'est un métier, c'est un professionnel du domaine. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'auteurs de livres qui ne sont pas forcément des écrivains. Et donc, je pense que tout n'est pas utile, tout n'est pas bon à lire. Quand il faut lire, quand on sait que soi-même on a un message à passer, quand on sait que soi-même ce qu'on écrit peut accrocher, peut attirer, peut apprendre à quelqu'un. Donc je pense que c'est bien ça. Très bien. Alors, Aïla, je sais que vous voulez réagir, mais on va installer la formation continue pour d'abord. Oui, Prudentienne, bon, je voudrais avec vous, étant donné que vous êtes dans les librairies, que vous nous aidiez quand même à faire quelques différents types de livres qu'on peut avoir et quelques caractéristiques y afférentes très rapidement. Et avant de nous donner votre mot de fait. Différents types de livres. Oui. Il y en a tellement qu'on voit dans les librairies. Est-ce que tout est dans la même catégorie? Non. C'est ça le métier de libraire. Quand les gens arrivent dans une librairie, on pense que les livres sont déposés par-ci, par-là. Dans une librairie, les livres sont classés soit par thématique ou par rayonnage. Et même dans un rayonnage, c'est classé par thématique. Dans nos librairies, vous allez constater qu'il y a un rayon pour la littérature générale. Et on fait la part des champs de littérature générale et la littérature africaine. Et pour ma part, il faut encore un rayon pour le Bénin, c'est-à-dire dédié aux auteurs béninois. Très bien, c'est intéressant. Et là, ça permet aux lecteurs, quand ils rentrent, de savoir où aller. Il y a aussi un rayon que nous dénommons scolaire, où si vous êtes venu, un parent ou un apprenant, vous venez pour lire, vous savez qu'il faut lire. Les Béninois, il est bien vrai, ils n'aiment pas lire les écriteaux. Ils posent toujours la question. Alors qu'il y a des écriteaux qui sont bien marqués. Donc, c'est bien disposé, librairie et rayon scolaire, le parascolaire. Vous avez aussi un rayon pour les universitaires. Très bien. Donc, pour les universitaires, il y a le droit, la médecine, les sciences politiques, et les sciences humaines, et j'en passe. Et autres, oui. Vous avez aussi des rayons où c'est bien disposé les livres pratiques, c'est-à-dire le bien-être, la cuisine, comment éduquer l'enfant dès le bas âge, comment tenir une grossesse, ainsi de suite. Et aussi, vous avez un rayon pour la littérature infantile. Tout pour les enfants, les bandes dessinées, les albums, les romans, la littérature infantile, ainsi de suite. Donc, quand vous allez dans une librairie, même si vous n'êtes pas un connaisseur, soit vous vous adressez à l'accueil, ou bien vous regardez les écritures, vous allez vous retrouver. Très bien. Et les bons livres d'auteurs béninois sont aussi bien exposés, mis en exergue. Et là,
Nous avons, en dehors de Florent Corazotti, des jeunes qui émergent et qui écrivent très bien. Très bien. Émeric, je vais vous libérer pour pouvoir recevoir Nafissatou Hassani. Votre mot de fin, très très rapidement. Mon mot de fin, c'est d'exhorter les jeunes, nous en tant que jeunes, et aussi les parents, à toujours inculquer la passion du livre aux apprenants, aux élèves, aux écoliers, pour que tout ce que nous constatons comme baisse de niveau au niveau de l'écriture, au niveau de la lecture, qu'on puisse l'éradiquer. Parce que, je le dis toujours, les livres cachent toujours un petit secret, quelle que soit la couleur de la couverture, le nombre de pages ou encore le sujet qu'ils abordent. Merci Émeric Okupeli. J'installe Nafissat. Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors on démarre avec le message. Nous allons commencer par celui de Astou. J'aimais les livres. Je lisais des romans et consorts. Ça me permettait de découvrir de nouveaux mots, de comprendre la signification des expressions dans leurs phrases, de m'échapper de la réalité en quelque sorte. Mais maintenant, le temps ne nous permet plus de lire. On lit, c'est vrai, mais on n'a plus le temps de s'asseoir et prendre un document pour le finir sur des jours. Alors, le temps ne nous permet pas, le temps comme excuse pour beaucoup, pour de nombreux adultes. Il faut qu'on sache que le temps ne nous appartient pas. Oui, de toute façon, ça passe, ça passe. Il y a Osnel qui nous dit que les livres sont au centre de sa vie. Ils sont ma source de culture, ma distraction, mon apaisement. Je ne m'en lasse jamais. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est moi. Très bien. Autre chose? Il y a Emmanuel qui nous dit qu'il aime lire et que lire nous sert à apprendre, à découvrir des informations sur ce qui nous intéresse. Donc, les livres nous apportent la connaissance. Absolument, des aspects sur lesquels on était revenu tout à l'heure. Tout au long de l'émission. Tout à l'heure, très bien. Alors, oui, autre chose? Erika nous dit que les livres, elle aime les livres, car ça permet de voyager, de se distraire et par-dessus tout, d'apprendre de nouveaux mots. Quand je me sens seule, c'est ce qui me permet de quitter ma solitude. Je m'attache aux personnages du livre comme s'ils étaient réels et quand je finis de lire, je deviens nostalgique car c'est comme si je perdais des personnages que j'aimais. J'ai toujours un livre dans mon sac quand je quitte la maison, histoire de ne pas m'ennuyer. Alors, on s'attache aux personnages, il ne faut pas aussi, disons... En faire trop, hein, s'attacher au personnage, est-ce qu'on n'est pas produire? On vit le personnage, quoi, et puis bon, il y a des réalités, on risque de reproduire ce que le personnage fait. On veut ressembler à un personnage. Le dernier message nous vient de Clette. Les livres sont une richesse que je ne peux en aucun cas abandonner. Avec les livres, je voyage. Je vais au contact d'autres cultures et civilisations. Ils me permettent d'enrichir mon vocabulaire et d'éviter les coquilles dans mes rédactions. Absolument. Est-ce que vous avez remarqué que tout le monde aime la lecture dans ce message? Oui, tout le monde aime, aimait. Oui. Mais là, bon, on n'a pas de moyen de... On n'a pas eu un message contraire, quoi. Un dernier message. Bonjour le plateau. La lecture, cet excellent moyen d'acquisition de savoir, de connaissances, a perdu son rôle d'accès à la culture et à la citoyenneté. Aujourd'hui, les jeunes apprenants préfèrent de loin l'image au livre. Tout au plus, ils préfèrent la lecture numérique qu'ils trouvent plus facile. En tout cas, le constat est général. Les élèves ne lisent plus, ce qui impacte leur niveau de langue avec un français malmené. Moralité, les jeunes ne maîtrisent plus la conjugaison et les règles grammaticaux. Il y a même les règles grammaticales. Il y a même une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux où un élève de la classe de terminale n'arrive pas à conjuguer le verbe aller.
Les raisons profondes de cette crise de la lecture sont à chercher dans les environnements scolaires et même universitaires. Le faible niveau des élèves, les programmes dépassés et inadaptés. Parents, élèves, enseignants, tous coupables. Les jeunes lisent moins de livres et surtout lisent moins pour le plaisir. Pour moi, la lecture, c'est voyager, avoir un deuxième monde parce que un ne suffit pas. Vivre chaque histoire et vivre le rôle des personnages, être intellectuel, améliorer une langue et jouer avec les mots. Gabriel Adam. Très bien. Le verbe aller, c'est quand même aller fort. Hein? C'est très fort. Gabriel Adam, merci pour toujours la belle analyse chaque matin que vous nous faites parvenir. Oui. La pensée de ce matin nous vient de Halloween. Si vous n'aimez pas lire, c'est que vous n'avez pas trouvé le bon livre. Si vous n'aimez pas lire, c'est que vous n'avez pas trouvé le bon livre. Très bien. Alors, Aïla, tout sur la pensée? Oui, elle peut se comprendre parce que parfois, même sans avoir eu une éducation à la lecture, vous tombez un jour sur un livre qui vous aurait marqué et qui ferait que vous lirez jusqu'à la fin de votre vie parce qu'elle vous a tout appris et elle vous a permis de savoir que dans le livre se cache quelque chose, se cache un trésor. Donc, dès que vous trouvez le bon livre, ça vous emballe et vous ne vous arrêtez plus de lire. Très bien. Et Prudentielle? Oui, je pense que je partage vraiment cette pensée parce que moi, j'avais horreur des livres volumineux. Et un jour, j'ai pris un livre, c'est une affaire politique, j'allais dire. Malgré toutes les tâches, le soir à venir, on est fatigué. Et, quand on commence par lire, on commence par somnoler. Je vous assure que ce livre, je l'ai fini en moins de 2 semaines. Parce qu'il y avait des révélations et je lisais jusqu'à 1h tardive, 1h, 2h du matin, sans être fatiguée, parce que j'avais hâte de connaître la fin. Donc, si vous trouvez le bon livre, effectivement, un jour, ça peut faire un déclic à votre niveau et vous pouvez commencer un jour par être un lecteur ou un amoureux du livre. Surtout aussi quand ça touche le centre d'intérêt, parce que si c'est politique, il faut trouver le centre d'intérêt. Bien sûr. Très bien. Jean-Baptiste? Voilà, moi, ça m'a fait penser en même temps à un fait que j'ai vécu. Vous savez, je suis arrivé un jour à supplier le Seigneur, à supplier Dieu, fais-moi dormir. Parce que j'étais sur un livre, j'avais sommeil, mais voilà, je ne voulais pas laisser le livre et j'ai supplié comme Seigneur, donne-moi le sommeil, il faut que je ferme ce livre. Je n'ai pas envie de le fermer, mais je dois dormir. Et je pense que la pensée se vérifie vraiment quand vous tombez sur un bon livre. Et moi, comment j'arrive à tomber sur les bons livres, je suis d'abord séduit par le texte. Je crois que tout à l'heure, Émeric parlait de la couverture, c'est tout un ensemble. Le résumé derrière, peut-être. Quand je n'ai pas un objectif d'achat, je n'ai pas un livre spécifique en tête et que je rentre dans une librairie, je lis tout au moins le résumé. Voilà, il y a des librairies où on me permet quand même de feuilleter. Je lis le résumé, je dis, tiens, ça peut m'apporter quelque chose, je l'achète, même si je n'ai pas prévu l'acheter. J'y vais toujours avec mon choix, mais j'ai toujours un choix à côté. Et je pense que tous les livres que j'ai pris jusque-là, je n'ai pas encore été déçu. Quelle que soit la thématique, que ce soit leadership, politique, livre religieux, je prends toujours les bons livres. C'est pour ça que j'aime les lire. Merci. Merci. Nafisat. L'auteur essaie de dire que quand vous aimez lire, c'est qu'il y a forcément un livre qui vous a marqué et ça a attiré votre attention et vous a permis de découvrir d'autres auteurs, d'autres écrits et tout. Et Joanne Rowling, plus connue sous les noms de Plume J.K. Rowling et Robert Galbraith, est une romancière et scénariste britannique née le 31 juillet 1965 dans l'agglomération de Yates. Très bien, merci. Nous allons poursuivre avec l'histoire. L'histoire du livre, dont les origines remontent à la plus haute antiquité, a été marquée par une succession d'innovations techniques. L'histoire du livre a commencé avec l'intention de l'écriture entre le 9e et le 6e millénaire avant Jésus-Christ. Les premiers supports utilisés pour conserver durablement des textes ont été la pierre, les tablettes d'argile et le bois. À noter, les mots qui signifient livre en grec ancien et en latin
ont pour sens premier l'écorce intérieure d'un arbre. En Chine, les tablettes de bambou et la soie ont également servi de support à l'écriture. Le concept de bibliothèque remonte également à la haute antiquité. On a ainsi retrouvé 22 000 tablettes datant plutôt du 7e siècle avant Jésus-Christ qui appartenaient à la bibliothèque des rois assyriens. Pendant l'Antiquité, les tablettes ont été remplacées par des rouleaux de papyrus puis de parchemin appelés volumes en latin. Ces rouleaux, plus légers et plus faciles à transporter, ont constitué le principal support des textes en Égypte, en Grèce et à Rome. On a ainsi retrouvé en Égypte des rouleaux constitués par collage de plusieurs feuilles de papyrus atteignant 10 mètres et même, pour certains livres, plus de 40 mètres de longueur. Ces rouleaux se déroulaient de manière horizontale pour lire le texte. À partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, le parchemin réalisé à partir de peau animale, mouton, veau, évolutionne l'histoire du livre en permettant une meilleure conservation des manuscrits dans le temps. Ce support, qui coûte très cher à l'époque, a pour avantage d'être solide. Il permet par-dessus, c'est ce que l'on appelle un manuscrit palimpseste. Il a fallu attendre la fin de l'Antiquité pour que le rouleau soit remplacé par un ensemble de feuillets et reliés au dos de codex. Cette nouvelle forme de livre permet d'accéder directement à un endroit précis du texte et de prendre des notes en même temps qu'on lit. Au Moyen-Âge, les manuscrits se présentent dans la plupart des cas sous forme de codex. Ce type de livre est constitué de cahiers reliés entre eux, en nombre variable suivant la longueur du texte à transcrire. Ces cahiers sont eux-mêmes formés de feuillets encadrés les uns dans les autres et cousus ensemble. On désigne les différents formats de cahiers en fonction du pliage des feuillets. Et c'est au cours du Moyen-Âge que le livre prend sa forme actuelle avec la séparation des mots, l'invention des majuscules et de la ponctuation, puis celle des tables des matières et des indices. Jusqu'au 7e siècle, la production des manuscrits et la transmission de la culture sont restés le monopole du clergé. Les monastères possédaient des ateliers de copie appelés scriptoria, où les religieux et religieuses étaient parfois secondés par des copistes et des artistes laïcs. Ce monopole a pris fin avec le développement des universités dans les grandes villes. Avec la demande accrue de manuscrits, apparaît le métier de libraire. L'utilisation du papier s'est diffusée en Europe. Ce support venu de Chine par l'intermédiaire de la culture arabe allait bouleverser l'histoire du livre. Moins cher que le parchemin, ce matériau est en effet permis en plus grande diffusion des livres. Le développement des techniques de l'imprimerie vers 1440 a marqué un tournant décisif dans l'histoire du livre. Très bien. Merci Nafissat. L'évolution donc du livre au fil du temps jusqu'à même la découverte ou bien l'institution, je vais dire, de la profession de libraire. Notre libraire qui est avec nous ce matin. Alors, pour humour? Quelques notes d'humour. Il y a un homme qui dit à son second, c'est grâce à vous que je me suis mise à écrire. Et le gars répond, vos romans sont tellement nuls que je me suis dit que je ne pouvais pas faire pire. Oh, mon Dieu. Ça, c'est pas un compliment, hein? Madame a trouvé mon roman génial. Manifestement, elle ne l'a pas lu. D'accord. De n'avoir pas écrit un bon test. Très bien. Nous allons finir notre plateau dans quelques minutes. Nafissatou, je suis sûre que vous aimez la lecture aussi, comme tous les téléspectateurs qui nous ont écrit ce matin. Oui, j'aime la lecture, mais maintenant je m'adonne plus à la lecture numérique qu'au livre.
D'accord, vous y arrivez avec l'écran du téléphone. Oui, mais ça fatigue les yeux. Oui. Quand on lit un peu, on dépose, après on revient. Surtout quand c'est accrochant, on revient. Mais quand c'est pas accrochant, on passe à autre chose. On passe à autre chose parce que ça fait très mal aussi. Très bien. Alors, avant de boucler notre plateau, je voudrais quand même que nous voyons un peu... Jean-Baptiste, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes arrivé à lire une trentaine de livres l'année passée. Oui, en une année. Oui. Je voudrais bien qu'on aide les téléspectateurs, ceux-là qui voudraient quand même reprendre la lecture et qui ne trouvent pas forcément la bonne formule. Comment faire? D'accord. Oui. Je crois qu'à la base, ce qui m'a aidé, c'était déjà cette formation que j'ai eue. Vous savez, il y a une formation qu'on m'a faite qu'on appelle la méthode Richaudot. C'est une méthode qui permet de lire très rapidement, pas de façon diagonale, mais quand même de lire très rapidement en devinant à l'avance les mots ou les phrases qui vont suivre. C'est vrai qu'il faut il faut user de beaucoup de tact, sinon on pourrait vraiment rater le fil de sa lecture. Et je crois que la découverte de cette méthode m'a fait énormément de bien. Peut-être que les téléspectateurs auront le temps d'aller fouiller de quoi s'agit-il quand on parle de méthode Richaudot. Voilà, ça permet de lire vraiment avec efficacité et de pouvoir atteindre ses objectifs. Donc je crois que la méthode Richaudot m'a beaucoup profité, à tel point que parfois je me fixe des défis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, en une année j'ai lu 20 livres et cette année je me suis fixé l'objectif d'aller à une trentaine de livres. Et je crois que je suis toujours dans mon timing parce que je pourrais peut-être faire mieux que ça. Voilà. Très bien. Priscille, quelque chose à ajouter par rapport à ma question, ceux-là qui voudraient reprendre la lecture? Bon, je voudrais les inciter à le premier pas, soit d'aller vers les journaux, les magazines d'abord. Et deuxième pas, de se hasarder à entrer dans une librairie ou bien dans une bibliothèque. Là, forcément, tout doucement, ils peuvent venir à la lecture. Bon, aux parents qui ont déjà l'habitude et qui s'excusent par manque de temps et autres, je voudrais, avec tout ce qu'on vient de dire, les amener à reprendre les bonnes habitudes pour pouvoir les transmettre à leurs enfants. Parce que comme l'a dit tout à l'heure le journaliste, on apprend toujours lorsqu'on lit. Il y a toujours, le livre a toujours quelque chose. Très. Et je voudrais profiter aussi de votre plateau pour inciter les acteurs de la chaîne du livre à vraiment se lever pour suivre la réforme qui est en cours, pour suivre les changements qui sont en cours, parce qu'il faut une relation pérenne entre les acteurs. Il faudrait que l'écrivain, l'éditeur et le libraire sachent qu'ils sont de la même famille, du même père, de la même mère, pour que le livre puisse bien se porter au Bénin. Et je voudrais aussi souligner tout le travail qui est en train d'être fait, surtout à la Bibliothèque nationale, où nous avons constaté un grand réforme, déjà à partir du bâtiment, jusqu'aux réformes, parce que le livre, pour qu'on ait aussi un bon livre, ça part de l'ISBN que vous avez, la forme, la forme du livre. Et un grand réforme est en train d'être fait, un catalogage est en train d'être fait, et ça peut stimuler, ça peut amener aussi les parents ou bien les apprenants ou bien le commun des mortels à aller vers la lecture. Très bien. Alors, Alilat? Oui, c'est important de parler de la réforme dans le secteur du livre. Je voudrais revenir, j'avais demandé à parler, c'est par rapport, Madame a souligné le fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui circulent avec des livres. Moi, j'ai acheté un livre la dernière fois, sincèrement, le titre est accrocheur, mais le contenu, ça m'a un peu refroidi. Il faut qu'on puisse, parce que si, comme moi, un enfant achète ce livre, ou une personne achète ce livre pour la première fois, elle n'aura plus envie de découvrir et de retourner à la lecture. Parfois, vous avez envie de soutenir les écrivains, mais il faut qu'on nous propose des contenus de qualité. Et pour les écrivains qui sont déjà connus et qui proposent des contenus de qualité, il faut qu'on puisse les inciter, les apprenants à les lire, au-delà de ce qui se fait déjà, qu'ils puissent organiser également des ateliers pour parler de leurs livres, parler de la lecture et amener les gens à lire également. Très bien.
c'est bon. Il y a quelque chose à ajouter. Oui, je sais que vous voulez prendre la parole. Mais voilà, je ne sais pas si c'est le mot de fin. Non, pas encore. J'ai encore deux questions. D'accord. Je voudrais dire aussi par rapport à comment revenir à la lecture, il faut se donner une routine. C'est vrai qu'on dit ça toujours, mais après on commence une ou deux fois et puis on ne poursuit plus. Il faut se dire, la lecture, on ne fait pas la lecture non plus dans un cadre brouillard. Il faut pouvoir se donner mettre en place une routine, une concentration pour pouvoir profiter réellement. Parce que quand vous lisez, il faut avoir un bloc-notes où vous notez des mots, des expressions sur lesquelles vous pouvez revenir après, les relire et enrichir votre vocabulaire, les utiliser. Donc, donnez-vous 10 minutes pour commencer. Après, vous pourrez rallonger le temps et faire plus qu'au début. Merci. Alors, tout à l'heure, vous allez nous dire quel livre vous a le plus marqué. Et je profite, Jean-Baptiste, vous êtes écrivain. Est-ce qu'on peut vivre de l'écriture au Bénin, pour vous? Votre question m'a fait soupirer. Oui. Et je ne vais pas répondre à la place des autres auteurs. Oui. Parce que je ne sais pas si ils arrivent à vivre de leur œuvre, mais bon, pour ma part, je crois que je m'en sors. D'accord, ça c'est intéressant. Et bien, avant de répondre à ma question, un avenir ou un lendemain radieux donc pour l'écrivain ou le livre béninois? J'y crois. Très bien. Et Prudentienne? Oui, j'y crois également. Si nous arrivions à revoir tout ce qu'on vient de dire, et j'y crois fermement. C'est possible. Oui. Très bien. Alilat, tu crois aussi? Oui, j'y crois. Si on met en application tout ce qu'on a dit, que les acteurs se mettent ensemble et que nous-mêmes, nous prenions conscience du fait que ça dépend, c'est de notre culture personnelle, on va y arriver. Alors, je démarre avec vous. Alors, quel livre vous avez le plus marqué? Quel livre m'a le plus marqué? Le mot, oui, le titre et ce que vous avez retenu. Il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué. Je fais une liste. Il y a Indignez-vous, par exemple, de Stéphane, où on nous incite à mettre des mots sur les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Très bien. Donc, il faut savoir dire les choses. Nafisat. Un piège sans fin. Quand le destin s'acharne sur vous. Ça remonte vraiment. Et Jean-Baptiste? Voilà, moi j'ai aimé particulièrement Une si longue lettre de Mariama Ba, le quotidien d'une femme vraiment en détresse, qui raconte également, voilà, c'est tout un roman qui parle de la symbolique de la culture aussi. Très bien. Et Prudentielle? Oui, bon, moi je vais mettre l'accent sur le livre que je viens de terminer, et le prix de la liberté, écrit par un Tunisien. C'est un livre qui relate un peu les faits sociaux. Une femme qui, après 20 ans de mariage, s'est vue trompée par son mari et la concubine était la fiancée d'avant le mariage, qui, à cause des parents, ils ne se sont pas mariés et on les a séparés. La fille est allée en Europe, ainsi de suite. Et la femme, par la force de choses, est devenue encore amie secrète parce qu'ils se sont liés un contrat. Elles se sont du moins liées un contrat, la femme et la concubine, pour s'entendre, et la concubine lui a demandé de ne pas divorcer, de la laisser vivre l'amour qu'elle devait vivre avec ce mari. Il y a c'est vraiment compliqué. Mais malheureusement, la concubine est morte et puis tout est déballé. Vous donnez la fin là. Il faut aller chercher. Merci beaucoup. Ça ne va pas me décourager en tout cas. Merci beaucoup, Prudentielle Nouivo-Gouaguidi. Vous êtes la présidente de l'Association des libraires du Bénin. Un plaisir. Jean-Baptiste Azandegbe, écrivain. Alila Toudraman, Nafissatou Hassani. Méric Okoupeli était là avec Esquil Cosme. Merci infiniment, chers amis téléspectateurs. Vous connaissez, j'en suis sûre, les nombreux bienfaits du livre. Et si vous avez entre-temps perdu ou le fil, bien vous n'arrivez plus à lire, je suis sûre que vous pouvez trouver ne serait-ce que quelques minutes dans la journée pour vous y replonger tout simplement afin de revivre
livre, de rebénéficier donc de tous les mérites du livre. Je vous souhaite une excellente journée en vous donnant rendez-vous pour demain.